Et bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast épisode numéro 24. Déjà 24 épisodes, qui l'aurait cru, je l'ai arrêté après 2. Mais hey, mais non, 24e épisode, merci de nous suivre à toutes les semaines. On voit de plus en plus de monde qui suivent le podcast. Il y a même des amis qui ont entendu parler du podcast par d'autres amis. Fait que ça commence à se partager réellement. Merci de nous suivre, c'est vraiment apprécié. On fait ça pour rien à part ça. Cette semaine, j'ai deux invités, vous les connaissez, les habitués de la place. Laurent Constantin, bonjour. Bonjour. Et Jean-Benoît Farran, qu'on a vu, qu'on a entendu la semaine passée. Bonjour, Jean-Benoît. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Hey, Jean-Benoît, ton père, t'as-tu parlé du podcast un peu? Y a-tu aimé ça? Il a adoré ça. Il a beaucoup aimé venir jaser. Et c'est une belle expérience. Peut-être même qu'il reviendrait pour jaser d'un autre sujet pertinent qui le toucherait. Comme j'ai dit, à la carte chouchou, là, lui. Là, il est bienvenu tout le temps. Là. Il y a Louis-Paul aussi qui m'a jasé du podcast, qui a beaucoup aimé son expérience, puis qui a apprécié de voir la différence entre l'enseignement au collégial, ce que mon père a fait, puis l'enseignement au secondaire. Comment au collégial, tu es beaucoup plus tout seul. Le genre de loup solitaire dans ta classe, ce qui au secondaire tu peux pas faire. Tu es obligé de travailler en équipe avec les autres enseignants avec qui tu œuvres, qui ont les mêmes groupes que toi. Fait que c'est un clutch intéressant, je pense. Mais je sais pas si à l'université c'est le même aussi un peu. Il y a un peu de cette culture-là, j'ai l'impression, à l'université. Là. Je vais essayer de ramasser des profs d'université pour venir jaser du podcast. J'ai déjà 2-3 noms qui seraient possibles d'inviter. Moi, j'ai tenté tant bien que mal avec certaines personnes, je ne mentionnerai pas aujourd'hui, mais j'ai pas eu de réponse encore. Parles-tu de Laurent Turcot? Non! Cet enseignant d'histoire, ce professeur d'histoire à l'université qui nous disait « Si vous faites du plagiat dans mon cours, vous allez couler mon cours et je vais m'arranger que vous coulez tous vos cours dans votre session. » Lui, le Gad Elmaleh, là, il l'aime pas. Hey, cette semaine, on parle de la culture à l'école, mais avant de commencer le podcast, on a un commanditaire de la semaine, Marewa Café à Saint-Hyacinthe. Ben, moi personnellement, j'aime mieux quand c'est Laurent qui le présente parce qu'il le présente mieux. Oui, il a une plus belle voix que moi, là. Oui. On va juste attendre le slogan, je vais pouvoir le lancer. Donc, Marewa Café. Non, je dis plutôt Café Marewa. Tiens, les enseignants. En éveil! Oui, hey, Café Marewa d'ailleurs qui lance jeudi cette semaine, le 2 mai 2019 à Saint-Hyacinthe, un nouveau produit qui s'appelle le Combia, Combia. Vous pouvez aller voir ça sur leur page Facebook. Le Combia qui est une boisson de café infusé à froid mis en canette. Il y a 3 variétés pour le moment, mocha, café régulier et café latte, sucré avec du sirop d'érable. Ah ouais. Donc, tous des bons produits. Ça a passé les tests de Santé Canada. Toi, c'est super bon pour la santé, ça a l'air. Donc, si vous êtes tanné des boissons énergisantes puis que vous êtes en train de capoter parce que le café est trop chaud, ben allez essayer ça, honnêtement. Il paraît que c'est vraiment bon. Moi-même, qui est un fervent buveur de café. Ah oui, assumé. Toxicomane de café, sûrement, là. Mais j'ai hâte d'essayer, puis ça a l'air que ça a passé le test avec vraiment des amateurs de café. Donc, j'ai hâte d'y goûter. J'y goûte ce jeudi. Je vais pouvoir vous en reparler la semaine prochaine. Mais Combia, C-O-M-B-I-A, vous allez voir ça bientôt sur les tablettes d'épicerie. Puis, de ce que je sais, c'est que ça va être vendu à l'international aussi, en Colombie, entre autres, en Italie. Donc, ça s'en vient gros. Ah ouais, puis on va en avoir une caisse gratuite. Oui! Yeah! Vive les commandites! Lorena, si tu nous entends, on veut une caisse. Une caisse. OK. Une palette. Hey, avant de commencer sur la culture à l'école, Jean-Benoît, on va passer à l'instant le deuxième extrait de ton périple. De mon séjour à Oui, Québec, oui. au congrès de la COPS. Oui, allons-y. Maintenant, Écoutons-moi. oui. Jean-Benoît Farran à la COPS 2019, deuxième journée. Aujourd'hui, j'ai eu 3 ateliers. Le premier s'intitulait Ma zone CEC 2.0, une plateforme réinventée. C'est le genre d'atelier qu'on se tape à peu près à chaque congrès, qui nous présente dans une longue publicité d'à peu près 1 heure du matériel pédagogique, une plateforme, quelque chose qu'une maison d'édition a mis au point et veut nous vendre. Donc, pas grand-chose à en dire. Là. C'est la plateforme de CEC. On aime ou on n'aime pas. On veut expérimenter ou on veut pas l'expérimenter.
Deuxième atelier en après-midi s'intitulait « Aborder des enjeux cruciaux du numérique », présenté par la semaine numérique à l'école. L'atelier était mal présenté. La personne qui la présentait connaissait pas vraiment son matériel ou avait de la difficulté à l'utiliser. Par contre, il est ressorti quelque chose de très intéressant de cette présentation-là qui peut être trouvé à l'adresse courriel, pas courriel, au site web suivant, www.snqcecole.com. Dans les activités pédagogiques, il y a 3 activités très intéressantes. Une première qui parle des influenceurs sur le web. Une deuxième qui s'intitule le détecteur de fausses nouvelles. Et le troisième qui est la recette des algorithmes. Ces 3 activités-là, d'après moi, sont très utiles pour des enseignants, soit en univers social, soit en ECR, en monde contemporain, qui voudraient parler des enjeux du numérique et de l'importance d'être capable de détecter les fake news. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant et que je vais proposer à plusieurs collègues qui touchent à ça dans leur cours. Troisième et dernier atelier qui vient juste de se terminer, qui s'intitule « Une offre numérique riche et novatrice au secondaire ». C'était aussi une longue infopub d'une maison d'édition. Dans le cas présent ici, c'est Chenelière qui venait nous présenter leur nouvelle plateforme web améliorée pour chrono et complètement géo en ce qui me concerne, matériel d'univers social au premier cycle du secondaire. C'est, je pense, intéressant. Avec la disparition de Flash, toutes les plateformes numériques sont en train de se réinventer et d'enlever cette faille de sécurité dans leur plateforme. Donc, savoir qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériel. Donc, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés à avoir des infos sur ces plateformes-là, que ce soit CEC ou Chenelière, ça me fait plaisir de vous répondre. Vous pouvez poser vos questions via la page Facebook de Les Profs Podcast. Donc, je vous fais un petit résumé de la 3e et dernière journée du congrès demain. Donc, demain, j'ai 3 activités. La première, c'est Géohistoire, cartographie historique interactive, qui, ma foi, semble intéressant. La deuxième, les intérêts pédagogiques de l'usage de la vidéo en classe, qui, elle aussi, semble intéressante. Et la dernière, les jeux sérieux en univers social. J'espère qu'il ne s'agira pas de Classcraft, parce que j'ai déjà expérimenté Classcraft et on en reparlera dans un autre moment. Donc, c'était Jean-Benoît Farran à la COPS 2019, fin de la 2e journée. Hey, merci Jean-Benoît, c'était vraiment bon, merci beaucoup. Hey, le 3e la semaine prochaine. Yes, on a Ça, hâte. il y a eu 3 jours, fait Ouais. que j'en ai fait 3. Fait que la COPS, c'est pour... L'Association québécoise des utilisateurs de l'ordinateur. Ben, je pense que c'était ordinateur, mais maintenant, c'est plus rendu comme outil numérique et électronique. Ouais, c'est ça. Là, Je suis désolé. Mea culpa, je ne connais pas le J'ai rencontré la sens, directrice générale la semaine ok. passée, c'est pour Mais ça. je ne connais pas le sens du logo. L'acronyme. De l'acronyme, Parce qu'ils ont exactement. modernisé leur acronyme sur dire à COPS parce qu'ils se rendaient compte que ordinateur, c'était beau il y a 30 ans. Là, Ouais, mais en 2019, c'est plus juste ça. mais ça va avoir 30 ans l'année prochaine, la Ok. COPS, 30e congrès. C'est toujours très intéressant. Si jamais vous êtes un utilisateur de l'informatique, des TIC, tout ça, puis que vous cherchez un congrès qui va vous trouver des ateliers pertinents pour votre utilisation en classe, c'est vraiment la place à être. OK. Je pense que c'est toujours dans le bout de Québec. Ben, c'est toujours à Québec. Ok. Les dernières années, c'était au Hilton, à Québec, au centre des congrès, qui est juste à côté. L'année prochaine, je ne sais pas où ça va avoir lieu, étant donné que le Hilton est en rénovation toute l'année 2020. Donc, je ne sais pas comment ils vont s'arranger. Bon. Parce que moi, j'ai eu l'occasion d'aller au sommet du numérique en éducation, du CRIFPE. Malheureusement, je ne pourrais pas dire qu'est-ce que veut dire l'acronyme. Toi non CRIFPE. plus. Mais c'est bon en crive pas. Mais ce que je comprends, c'est qu'eux, ils font tout le temps
leur congrès, leur sommet à Montréal. Donc, Oui. c'est pour ceux qui se lancent la balle. Oui, c'est ça. C'est comme la contrepartie de la COP qui est à Québec. Le CRIFPE, le sommet du numérique, est à Montréal. Je pense qu'ils vont chercher deux clientèles différentes qui sont complémentaires. Oui, la COP vise surtout enseignants au secondaire, primaire et conseil pédagogique. Oui. Tandis que CRIFPE, je pense que c'est surtout sphère universitaire et peut-être grand public d'une certaine Oui, façon. il y avait des doctorants dans un des congrès, des ateliers auxquels j'ai assisté, celui sur la réalité virtuelle en classe. Donc, je pense que c'est très, très grand public, là. C'est 3 jours qu'il y avait beaucoup de gens. OK. C'est très, très couru. Fait que notre sujet d'aujourd'hui, Oui. tu disais, La culture à l'école. Donc, la culture à l'école. c'est quoi cette patente-là? Ça existe encore, la culture? D'entrée de jeu, on a appris pendant qu'on était à ces bancs d'école qu'il existait 2 types de culture, la culture première et la culture seconde. Peux-tu nous faire un peu un petit résumé? C'est quoi ça, Laurent? Eh bien, vous me reprendrez au besoin. Avec plaisir. La culture première, c'est la culture qui vient de notre famille, de notre maison. Si on peut dire qu'est-ce qu'on sait, puis tout ce qui est plus culture populaire. Donc, qu'est-ce qu'on voit à la télévision, de quoi on parle avec nos amis. Tandis que la culture seconde, c'est ce qu'on va apprendre à l'école. Et c'est ce qui est plus comme vraiment acquis à l'extérieur de la maison, par l'éducation. Moi, ce que j'ai toujours entendu sur la culture, c'est que c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étales. C'est peut-être vrai. Mais ça l'aide à enseigner la culture, là, je veux dire. C'est un essentiel. Mais je pense que ça peut permettre d'aller chercher certains de tes élèves qui sont peut-être moins intéressés par ta matière, ce qu'il faut que tu enseignes. Ça va peut-être permettre d'aller les intéresser à un petit quelque chose qui va faire qu'ils vont peut-être t'écouter un peu plus quand tu enseignes, puis qui vont faire comme « Ah, ouais, ok, il est peut-être pas si pire, ce prof-là. » Mais c'est trouver un espèce de lien, une colle. Souvent, je pense en enseignant, que ce soit en histoire ou toute autre matière, c'est de trouver le lien de la culture première et la culture seconde, ce qu'on appelle parfois l'éducation à la citoyenneté, c'est-à-dire, en histoire, c'est de dire, voyez telle institution, c'est ça aujourd'hui en 2019. Ah, vous ne le saviez pas, je vais quand même vous en parler. Et là, avec le biais de l'histoire, je vais vous montrer comment on a construit, si on peut dire, cette institution-là. D'où ça vient. À travers peut-être parfois les 100 dernières années ou même parfois les 2000 dernières années. Fait que je trouve ça important. Puis en effet, si tu dis, c'est ce qui rend souvent notre cours plus intéressant. Mais moi, c'est souvent ça. Tu donnes des notes à retranscrire à tes élèves. Bon, c'est la matière à examen, c'est un petit peu plate, là, parfois. Là. C'est l'histoire un peu plus conventionnelle, des datas, peut-être pas nécessairement des datas à prendre, mais des faits, ces choses-là, la mécanique Une suite historique. logique. Une suite logique, c'est ça. Les causes-conséquences, ces choses-là, les liens entre les faits. Mais quand tu commences à compter une anecdote, c'est là ça marche bien. Là. que les élèves peuvent déposer leur crayon et t'écoutent avec leurs yeux ronds. Là, pour ça, c'est incroyable, justement, parce que tu es capable de faire des liens. Ou quand tu commences à parler, je sais pas, on pourrait en parler de leur jeu vidéo préféré. Fait que, le monsieur, il est vieux devant la classe, mais il connaît le jeu vidéo auquel je joue à tous les jours. Oui, c'est ça, aller les chercher dans leur monde à eux autres, ou d'aller chercher quelque chose de ton monde à toi, qui n'est pas relié directement à ce que tu enseignes, mais qui va les intéresser, qui va faire un certain petit déclic de « Ah, ouais, ok, ce prof-là s'intéresse à d'autres choses. Là. Ils ne le mettent pas dans un placard à la fin du cours. » Non, c'est ça. Se rendre sympathique. J'essaie autant que possible, encore là, ça dépend, là, mais autant que possible, à presque chaque élément de matière que je peux montrer, d'avoir un exemple de culture, que ce soit ma culture telle que j'ai acquise avec le temps ou encore leur propre culture, mais je donne un exemple. En secondaire 2, moi je suis en ECR, donc j'enseigne le bonheur à la fin de l'année en secondaire 2. Bon, on parle, j'enseigne, c'est bizarre à dire, là, j'enseigne le bonheur, mais on parle du bonheur. Puis, un moment donné, dans la quête du bonheur, on se dit, le bonheur, pour certaines personnes, c'est par les expériences fortes, les nouvelles expériences, c'est des nouvelles choses, un sport. Là, on parle de voyage, mais tu sais, inévitablement, moi, j'ai voyagé, j'ai trippé, je leur raconte une anecdote de voyage, puis je suis capable de le faire un lien avec mais j'ai vécu une sensation forte durant cette expérience de voyage-là. Puis à chaque fois qu'on est capable de faire une association directement à un élément culturel pour eux, je trouve que ça devient plus simple. Là, comme on parle de dépendance aux jeux vidéo en secondaire 1,
inévitablement, on va parler de Fortnite. Là, tous mes exemples vont être Fortnite parce que c'est l'exemple du moment. Mais là, 4 ans, ça aurait été, je sais pas, c'est quoi, là, World of Minecraft. Warcraft, je sais Là, pas, t'sais. Minecraft, ouais, c'est ça. T'sais. Fait que c'est toujours important d'être capable de faire un lien avec soit sa propre culture ou peut-être celle qu'ils connaissent, puis du moins l'associer à quelque chose qu'ils connaissent déjà pour faire « Ah, ça, c'est comme ça que je connais déjà. » Mais c'est ça, c'est aller les chercher dans leur monde. Mhm. Aller leur relier ta matière avec du réel qui est significatif pour eux autres. Qui, normalement, eux autres, tu sais, OK, tu parles de quelque chose, puis ouais, OK, le prof parle de ça. C'est ça qu'il faut que j'étudie. Puis... Mais quand tu vas les chercher dans leur monde avec ce qu'ils connaissent eux autres, là, tu relis ta matière à eux autres, puis ça devient significatif, puis ce que tu vas enseigner va faire que ils vont aller chercher une motivation dans leur réel, donc une motivation intrinsèque à apprendre, à le retenir. Et ça, pensez-vous que les gars, c'est seulement pour ce qu'on appelle parfois les sciences molles, comme l'histoire, l'éthique, je sais pas, ou ça peut autant s'appliquer la culture première et la culture seconde pour les mathématiques, pour la science? Ben, je pense que ça peut être intéressant. Mettons, on prend l'exemple des sciences, là, mais actuellement, on vit, je crois, une époque extraordinaire, point de vue avancé, puis découverte en astronomie, puis découverte de l'espace, point de vue scientifique, là, en tout cas, je sais pas, c'est parce que les algorithmes m'envoient juste ça sur ma page de YouTube, mais c'est que des vidéos d'expérience en ce moment dans l'espace ou de découverte ou des choses comme ça. Fait que ça peut être stimulant de ces élèves-là de dire « Hey, Mars, c'est pas juste un fantasme, là, c'est réel. Là. L'humain va marcher sur Mars s'il n'y a pas de catastrophe planétaire d'ici quelques années, mais ça va arriver. Là. Ben, comme je leur ai dit, vous risquez de voir ça de votre vivant. Vous avez l'âge où les élèves ont 14, 15, 16 ans peut-être, tout dépendant quel niveau on enseigne. Ils vont vivre encore genre 70 ans, possiblement. Dans 70 ans, on risque d'avoir marché sur Mars. Là. Peut-être nous autres qui. Moi, moi je suis début quarantaine. Nous autres, c'est le début de la fin, là. Non, mais je suis dans la deuxième moitié. Vous autres, vous êtes fin vingtaine, mais les élèves qu'on a qui sont au milieu de leur deuxième dizaine, s'ils vivent encore 70 ans, ils risquent de voir que les humains marchaient sur Mars. Fait que, de leur en parler puis de leur dire ça. Peut-être qu'un jour, quand ça va arriver, ils vont faire comme « Ah ouais, mon prof me l'avait dit que j'allais voir ça un jour. » Mais sinon, moi, la piste que je voulais peut-être vous amener, c'est pas grave, vous n'êtes pas allé là, mais je vous y amène. Moi, je vous l'avoue, j'étais un prof d'histoire et au secondaire, moi-même, j'ai connu des difficultés. T'es prof d'histoire? Ouais. Pas en histoire, j'ai eu des difficultés, mais en mathématiques. Oh, oui. Pour vrai, c'était... pour moi, une matière incroyablement difficile. Mais je dois t'avouer, Laurent, que moi aussi, c'est la matière que j'ai la plus difficile. Puis j'ai réalisé aussi que, j'étais pas bon en mathématiques parce que des fois, je faisais pas tous les devoirs qui étaient demandés, tous les exercices. Fait que les étapes où ça allait mieux, c'est les étapes où je faisais plus les travaux. Puis les étapes où ça allait moins bien, je faisais moins les travaux. T'sais, de dire que c'est en pratiquant que tu deviens bon. Mais c'est sûr que comme tu n'aimes pas nécessairement les mathématiques, ça t'incite pas. Tu pratiques pas trop. Mais ce qui m'a manqué au secondaire, moi j'étais l'élève plutôt questionnant et je demandais tout le temps à l'enseignant en secondaire 4, en secondaire 5, mais madame, à quoi ça va bien me servir ça? Pourquoi qu'on apprend ça? Et on dirait que j'ai la misère j'ai jamais eu cette réponse-là. J'ai comme été déçu des réponses tout le temps. Ben là, ça va te servir à ton diplôme. Que ça va te servir plus tard. Mais plus tard. J'aurais aimé justement qu'on vienne me chercher dans ma culture première. Que peut-être un prof commence, je sais pas, un cours. Hey, vous savez pas ce que j'ai fait en fin de semaine? J'ai bâti mon cabanon. Fait qu'à partir de son expérience de cabanon, fait que j'ai dû mesurer mon cabanon de telle façon. J'ai dû prendre des mesures imaginaires sur de quoi qui n'était pas encore bâti, ces choses-là. Fait que j'ai vraiment appliqué des règles de mathématiques. Puis c'est niaiseux, là, mais en ce moment, je veux me faire un potager, genre vraiment quadrillé à la style jardin français chez nous. Là. Oui, j'ai du terrain, puis j'ai beaucoup de temps libre. Là. Et je dois utiliser des règles de géométrie que j'ai appris en secondaire 1, 2, voire même secondaire 3. Et voilà, c'est jamais perdu. Mais faut que je les retrouve un peu, ces règles-là. Mais si on me l'avait dit dès le début, hey, si tu veux être ingénieur ou tu veux être architecte, telle règle, ou faire vraiment un problème, quand vous parlez de
de recherche en espace. Voilà la courbe qu'on est en train de tracer dans le plan cartésien. Là, imagine-toi que c'est une telle justement, fusée qui part de Terre, il faut se rendre à tel endroit, alors que des fois, c'était peut-être des problèmes mathématiques qui étaient un peu simplets. Là, fait que... J'ai eu un prof en son R4 justement qu'il voyait bien qu'on ne comprenait pas à quoi ça servait les maths, mais il a toujours trouvé un moyen de nous faire appliquer dans la vraie vie. On a fait du pain avec, là, je me souviens plus pourquoi. OK. Tu sais, du pain juste avec... On l'a fait gonfler dans la classe à un moment donné. Puis il a dit, OK, c'est bon, on est prêt. Puis demain matin, on va faire du pain. Fait qu'on va déjeuner en classe avec le pain qu'on a fait tous ensemble avec je sais pas quel concept de mathématiques. Il nous avait montré à faire du vin avec un champignon, mais on l'a pas bu. Là. Mais dans le temps, c'était plus beau que l'école, je pense. Puis, non, il y avait aussi... Ouais, mais moi, j'ai apporté des œufs à l'école, mais ça, c'est une autre histoire, ça a mal viré. Bref. Mais Pourquoi cette histoire-là? Mais 15 ans plus tard, tu t'en souviens? Hein? Oui. Puis, je me souviens que calculer la distance des étoiles, nous l'avait expliqué avec la... La parallaxe? Non... Hey, là, je fais pas fierté en tant que prof. Là. Non, si ton ancien prof de maths t'écoute, là... mais tu sais, avec le triangle calculé, tu sais, A à la 2 plus B à la 2 égale C à la 2. Là. L'hypoténuse. Merci. On y avait expliqué comment calculer la distance des étoiles comme ça. Là. Donc, tu sais, c'est des images fortes qui peuvent rester quand même. Puis, tu sais, il y a des trucs que je me rappelle aujourd'hui quand même. Puis, quand je fais de la suppléance, ça l'aide, là, on s'entend. Dans la culture, il y a beaucoup l'aspect personnalité inspirante. Est-ce qu'on l'aborde assez, cette thématique-là? Qu'est-ce que tu veux dire par personnalité inspirante? Ben, par exemple, tu sais, je sais pas si l'éthique, c'est une bonne matière propice à ça, mais je le fais quand même, là, mais tu sais, des philosophes, des personnalités qui ont changé, tu sais, qui ont des citations qui peuvent être utilisées, ou tu sais, démontrer, par exemple, je parlais de... David Saint-Jacques qui est parti dans l'espace à demander à mes élèves. Tu sais, des personnalités fortes. Qui nous inspirent, nous autres. Qui peuvent nous inspirer personnellement, mais qui peuvent peut-être être une source de motivation. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait assez en ce moment? Par exemple, toi, en histoire, est-ce que parfois tu vas sortir des citations de personnages historiques connus, puis c'est peut-être des choses qui sont positives ou qui vont marquer le jeune, puis c'est pas nécessairement... Il n'y aura pas de question à l'examen où on va demander carrément qu'est-ce qu'il a dit mot pour mot. Ça. Non, ben peut-être pas des citations, mais des événements, des personnages, qu'est-ce qu'ils ont fait, ou des comment je dirais, tu sais, en secondaire 1, la société qui est la plus intéressante à étudier, selon moi, c'est Rome. La société romaine nous a tellement légué d'éléments qui sont encore utilisés de nos jours que les élèves n'ont aucune idée que ça a 2000 ans d'histoire, le calendrier, les jours de la semaine, les mois de l'année. Oui, ok, c'est les Mésopotamiens qui ont créé ce système-là, mais les Romains l'ont modifié. Ils n'ont pas fini. Oui, c'est ça. Ils ont amélioré le système. Donc, de ramener ça dans le quotidien, de leur dire, OK, ça, cette réalité-là, ça vient de la société qu'on étudie en ce moment. Fait que, pas tant des personnages ou des citations, plutôt des grands événements ou des phénomènes. Oui, c'est ça. Mais tu sais, mettons le UFC, là, tu sais, faut pas chercher trop loin. Il y a un peu de un héritage des gladiateurs en arrière de ça. Là. Oui, c'est les combats des gladiateurs d'il y a 2000 ans ramenés à maintenant. Là. De parler, je sais pas, des fois de les joueurs de hockey, Carey Price, gladiateurs des temps modernes. Puis, Oui, mais c'est cet intérêt-là pour le sport. Le fameux du pain et des jeux que les Romains avaient, c'est encore très, très d'actualité. Fait de leur ramener ça de « OK, ça existait déjà il y a 2000 ans, puis maintenant, regardez, c'est encore ça. » Les élèves trouvent un lien dans leur quotidien avec ce qu'on enseigne qui est plus abstrait pour eux autres. Là. Parce que même moi, aussi en histoire, souvent, c'est de prendre la citation d'un personnage connu puis qui va vraiment simplifier un fait historique. Parfois, en secondaire 4, on parle de la Révolution tranquille, mais la Révolution tranquille, là, ça veut tout et rien dire pour quelqu'un qui se connaît. C'est un concept que tu peux parler pendant... On en parle depuis 10, 12 cours. Un moment qui se passe des années 1960 à peu près 1975, 1980. Là. Des fois, c'est comme ça vient d'où? Pourquoi il y a vraiment eu cette révolution-là, finalement, qu'il n'y a rien eu d'armée? Puis il y a Jacques Parizeau qui avait dit qu'il y a quelques années, avant sa mort, il dit, dans le fond, là, la Révolution tranquille, c'est simple. Là.
c'est à peu près quoi? 3-4 ministres, 20 fonctionnaires, une poignée de poètes puis d'artistes, là, à eux, tout seuls, ils ont révolutionné le Québec. That's it. Voilà. Ou des fois de dire, justement, pas juste de parler froidement de quelqu'un qui a dirigé le Québec ou qui a changé les choses à sa façon, mais c'est de voir l'historique derrière cette personne-là. Pourquoi, on peut dire, il a voulu plus de démocratie dans notre société? Pourquoi il a voulu faire changer les choses? C'est d'aller voir dans son parcours, dans son enfance, pas juste par ses paroles, par ses gestes, mais de dire, bon, René Lévesque, par exemple, oui, il a été au pouvoir premier ministre de 1976 à 1985, mais avant ça, il avait été ministre, avant ça, il a été journaliste, avant ça, il a été correspondant de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a rentré dans des camps de la mort. Fait que ces gens-là ont connu beaucoup de faits historiques, puis ils ont permis de changer le monde à leur façon, par leurs expériences de vie. Fait que c'est de montrer un peu la grandeur de ces personnages-là. Mais sinon, tu sais, je veux revenir souvent aux mathématiques parce que c'est souvent là où on voit peut-être les choses plus froidement. Peut-être qu'on voit moins de culture. Mais... Je pense que c'est une matière qui est difficile à relier. Mais il y a des personnages inspirants en maths, là. Oui, tout à fait. Mettons en sciences, mais mettons Alan Turing, là. Je m'excuse, quel personnage fascinant. Les ordinateurs n'existeraient pas en ce moment si ça n'avait pas été de lui. Comment les mathématiques sont partout puis comment ils ont révolutionné le monde. C'est peut-être la culture mathématique, c'est peut-être ça qui fait que les maths sont peut-être pas aussi attirantes, mais avoir eu, justement, comme tu évoquais tout à l'heure, une référence à c'est quoi les maths, plus que calcule ça puis fais cette équation-là, peut-être que moi j'aurais aimé ça, mais... j'ai jamais eu l'esprit mathématique. Tu sais, je crois que j'ai un esprit peut-être plus artistique que mathématique, au fond, là. Fait que c'est peut-être ça qui fait que on aurait pu venir me chercher dans cette matière-là, peut-être. Mais ça dépend énormément du prof, de sa motivation à préparer son cours pour intégrer des éléments du quotidien, des éléments culturels et sortir de son cadre scolaire, entre guillemets, et aller chercher l'élève là où il existe. Parce que de toute façon, on va se le dire, c'est beau parler de culture, mais malheureusement, parfois, les programmes scolaires sont tellement lourds, tellement denses que faut livrer la matière. Même en histoire, à un moment donné, les anecdotes, c'est plate. J'ai pas le temps, genre, pour les 2-3 prochains cours, de vous compter d'anecdotes qui seraient peut-être intéressantes, qui seraient peut-être captivées. Mais faut que ça roule. Le show must go on. Oui, on a tellement de matière à voir. Tu sais, dans tout ce qui est culture aussi, il ne faut pas négliger les sorties scolaires, les conférences, les pièces de théâtre, les musées. Moi, personnellement, on dirait que j'en vois pas tant que ça dans notre milieu. Je ne sais pas s'il y a des milieux qui en a plus, là, mais globalement... C'est vraiment une question, ça? Est-ce que ça existe ça encore, ça? En fait, je pense qu'il y en a moins qu'il y en avait. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait eu l'espèce de crise de « Ah, on ne sait plus si on peut faire payer aux parents des sorties qui sont culturelles. » Parce que comme c'est une sortie qui est culturelle, normalement, c'est l'école qui doit payer. C'est pas le parent. Surtout que c'est une sortie qui est obligatoire. Fait que d'aller au théâtre, d'aller au musée, d'aller... peu importe l'autre œuvre culturelle que l'élève pourrait être amené à voir. Le bénévolat, je pense qu'il peut rentrer aussi là-dedans, à la limite. Là. Oui, mais contact avec l'autre. Même avec du bénévolat, il faut quand même de l'argent pour payer l'entrée à l'endroit où tu veux aller, payer l'autobus. Surtout que dès que tu vis en région, oui, OK, il y a des événements culturels que tu peux emmener tes élèves en région, mais... Tu veux le moindrement un peu plus gros, il faut que tu ailles à Montréal, il faut que tu ailles à Québec. Donc, ça prend de l'argent pour ça. Vous autres, vous êtes allés avec les classes team voir l'exposition Sa Petite Vie. Oui. Globalement, tu sais, pour les jeunes qui avaient à la base aucune idée c'était quoi la petite vie, ou très peu du moins, puis que vous avez réussi à les montrer avec des extraits d'émissions, puis en parler, puis des activités avec ça. Au final, est-ce que vous avez vu quand même une appréciation à cette sortie-là? Oui, les élèves ont beaucoup apprécié, surtout qu'on les avait préparés d'avance. On leur a fait écouter quelques épisodes de La Petite Vie en classe. Tu ne trouvais pas que Claude Meunier, ça avait mal vieilli comme style d'humour? Non. OK, ils n'ont pas tout compris, les référents. Ça a déjà quasiment 20 ans, La Petite Vie. Fait que, plus que ça, même. Peut-être. Je pense que ça a 20 ans. 20-25 ans. Ouais, je sais pas. Ouais. Mais ça c'était un projet qui
qui a tardé avant d'être mis en ondes. Là. Je pense que déjà dans les années 80, là, il essayait. Ben, avant ça, c'était sur scène aussi. Oui, c'est ça. Oui. Mais en fait, pourquoi cette exposition-là? Je suis curieux. On avait un budget. Rarement on a ça, mais là, cette fois-là, on l'avait, puis il fallait trouver une sortie culturelle pour dépenser ce budget-là, que sinon on allait perdre. Donc, on a décidé qu'on se servait du budget pour aller voir l'exposition de La Petite Vie à la Pointe-à-Calière, et on les a emmenés voir IMAX sur les océans. Ah, parce que c'est juste à côté oui, du exactement. cinéma IMAX. On s'est servi du budget, on les a emmenés, sauf qu'on s'est dit, si on fait juste les emmener voir l'expo La Petite Vie, ils saisiront pas, ils n'auront pas le référent. Donc, c'est pour ça qu'on a pris quelques périodes en français, entre autres. Le prof de français leur a présenté quelques épisodes de La Petite Vie en classe pour les préparer à cette exposition-là. Puis je pense que les élèves ont beaucoup aimé parce qu'ils nous en reparlaient par après, puis ils prenaient des photos d'eux autres dans le décor. OK, d'accord. Dans la cuisine. Oui, excusez. Ce qui est drôle quand même, parce que c'est pas du tout de leur génération. Non, pas du tout. Sauf que c'est un humour cabotin, c'est un humour tu sais, c'est grand public comme humour, donc ça peut les rejoindre. C'est ça, c'est simple à comprendre pour des élèves de secondaire 1-2, donc ça a été apprécié par les élèves, cette sortie-là. Mais sinon, moi, ce que j'ai constaté des sorties, il n'y en a pas tant que ça parce que... question de budget. C'est question de budget, puis justement, je parlais de l'incertitude, c'était de se demander, est-ce qu'on peut faire payer finalement les parents? Est-ce qu'il faut attendre que le gouvernement nous envoie une certaine enveloppe budgétaire? Puis en effet, le gouvernement envoie une certaine enveloppe budgétaire, mais après que ça se rende dans les écoles, que ça se rende au niveau des directions, qui budgètent ça, qui essaient de le diviser selon les départements, selon le niveau d'école. Décidé, mis en place, juste attendre les réponses des élèves avec l'argent, des fois. Puis c'est ça, moi j'ai eu l'occasion cette année d'aller voir la pièce, Cyrano de Bergerac. OK. En fait, c'était toute l'école qui allait voir Cyrano de Bergerac à l'intérieur d'une journée. Fait que c'était vraiment bien, mais sinon, des fois, en un an, c'est dommage, mais dans les écoles publiques, programmes réguliers, il y a peu de sorties culturelles comme ça, vu qu'on ne peut pas faire payer les parents, alors que si il y a des enseignants qui sont dans des écoles privées, ils ont le loisir de faire tout payer aux parents. Donc, des conférences, des sorties dans des musées, des pièces de théâtre, il y en a immenses, puis aussi des fois dans des programmes internationaux où c'est même au programme qu'il y a différentes conférences justement sorties dans les musées. Fait que j'ai enseigné à l'international, puis c'était le fun, on est allé voir une pièce de théâtre de plus, on était allé au musée des Beaux-Arts, des conférences quasiment à tous les mois, peut-être pas à tous les mois, là, mais plus qu'une fois par année. Fait que c'est quand même un privilège d'être dans ces programmes-là, mais on voit que l'équité, si on peut dire, de production culturelle ou de contenu culturel pour les programmes réguliers n'est pas là du tout. En ce moment, si tu as un budget, si tu as un projet pour illuminer ton école, tu vas peut-être avoir 100 000. Hey, désolé. C'est l'heure de la question rock and roll. Pose-la ta question. Oh oui, on est rendu là. Est-ce que devrait-on évaluer les activités culturelles, comme par exemple aller voir une pièce de théâtre, voir un conférencier qui vient à l'école? Est-ce qu'on devrait absolument le faire ou donner le free pass de juste dire, OK, profitez-en, écoutez, profitez-en, puis c'est ça, puis c'est tout? Mais je pense que c'est un couteau à double tranchant de l'évaluer. Ça peut avoir l'effet que l'élève va être plus intéressé. Bon, c'est pas vrai. Peut-être pas plus intéressé, mais va se forcer pour écouter un peu plus en se disant, pour les élèves les plus consciencieux, il faut que j'écoute parce que c'est évalué, puis je veux des bons résultats, donc. Mais pour les élèves qui sont moins consciencieux, sont moins impliqués dans leur réussite, je pense pas que ça va changer grand-chose. Peut-être que de ne pas l'évaluer va faire que l'élève va juste être intéressé pour être intéressé ou il ne sera pas de toute façon. Ça ne changera pas grand-chose pour plusieurs de ces élèves-là. Fait que, moi, j'abonde un peu dans ton sens parce que nous autres, la pièce de théâtre n'était pas tant évaluée, là, mais il y avait tout
des activités en amont, si on peut dire, de la pièce de théâtre qui l'était. Puis ça dépendait encore des profs, parce que les profs qui adhèrent, si on peut dire, prof de français, je veux dire, qui adhèrent au fait, bon, mais cette pièce de théâtre-là, on peut l'évaluer, d'autres non, là. Fait que ça dépend de ce que les professeurs veulent en faire. Mais en effet, comme tu dis, il y en a qui vont y aller, faire comme, OK, parfait, je vais prendre absolument beaucoup de notes. Puis il y en a d'autres qui sont moins investis, fait que comme d'habitude, prendront moins de notes. Mais ceux qui prennent beaucoup de notes, c'est ceux en même temps qui parfois, si je leur dis non, c'est pas évalué, c'est juste pour le plaisir, c'est juste pour découvrir. C'est ça, il serait déjà intéressé à l'affaire. Puis en prenant beaucoup d'énergie à prendre des notes, il passe peut-être à côté de l'essentiel. C'est ça. Finalement, c'est ça. C'est ça. Ouais. Fait que c'est comme moi, un peu en classe. En parlant de l'affirmation culturelle du Québec, je présente de la musique. Jean-Pierre Ferland, Robert Charlebois. Moi, je passe de la chanson engagée en éthique. Okay. Ça, c'est le fun parce qu'il n'y a aucune idée c'est quoi. Là. Non, c'est sûr, mais tu sais, que quand tu parles, peut-être toi, tu vas l'évaluer parce qu'il y a eu un projet donné, mais moi, c'est un thème. Je vais pas juste te dire, hey, à l'examen, ça se peut que tu aies une image où tu vois certains musiciens sur une scène, il faut que tu fasses le lien avec la fête de la Saint-Jean-Baptiste ou l'affirmation culturelle. Je vais t'en faire écouter. Puis c'est sûr qu'à l'examen, là, il n'y aura pas des preuves audio, il n'y aura pas des preuves vidéo. Peut-être qu'on va voir certains artistes sur scène, mais je veux que tu sortes extrait des paroles de la chanson. Oui, ça peut arriver. En effet, des fois, il y a des paroles de chansons, ou par exemple, ce qu'on a vu dans certains examens, un extrait, par exemple, du dialogue d'une pièce de la pièce des Belles-Sœurs là, de Michel Tremblay. Donc, voici un exemple de culture québécoise. Mais c'est juste que, même s'il n'y aura pas ces évaluations-là, je veux que tu sortes de mon cours en sachant c'est quoi la culture québécoise des années 70, 60, 70, ensuite 80, voir une certaine évolution. Puis comment peut-être que les gens se représentaient culturellement à l'époque. T'sais. Mais tu as un cours qui se porte particulièrement à un lien culturel. T'sais, toi, c'est ça, histoire de secondaire 4. C'est l'histoire du Québec et du Canada. Puis plus on avance dans les années, plus on a des sources audio, des sources vidéo là, qui sont assez bonnes. Fait que ça prête au fait de montrer tout plein de médias, finalement. Il y a plusieurs cours que ça se prête pas à ça, donc c'est plus difficile pour l'enseignant de... Je vais aller chercher du culturel pour relier à moins que tu veuilles faire du théâtre de masque grec, là, mais... ouais, c'est ça. Sur des échasses, là, c'est ça, non. En crachant du feu. Et là, ton masque, il part en feu. J'ai un point que j'aimerais ça qu'on parle, parce que je sens que c'est un gros morceau. Sentez-vous que chez les jeunes actuellement, peut-être JB va pouvoir répondre que c'est peut-être pas un phénomène nouveau, mais il y a un certain dénigrement de la culture québécoise quant à ce qui a trait à la langue, la chanson, j'ai l'impression de ce temps-là que parler français, c'est pas cool. Maîtriser la langue française, c'est pas cool. Ouais. Il y a beaucoup l'influence américaine actuellement, puis je pense qu'il l'a toujours eu. J'ai l'impression qu'elle était plus forte de ce temps-là. Mais il y a 2 semaines, à peu près 3 semaines, il y avait une entrevue à la radio à ce propos-là, très exactement, sur l'aspect langue française des jeunes de niveau secondaire, collégial, puis comment c'est moins une réalité pour eux autres, la défense de la langue. La lutte linguistique. Oui, exactement. Oui, ça a été très, très présent dans les années 70-80. Il faut défendre le français, le fait français, tout ça, c'est important. Puis maintenant, c'est pour plusieurs, c'est plus ça qui est rendu l'important. Ils ont été élevés dans une réalité où le fait français, il est là. Ils n'ont pas besoin de le défendre. Il existe. Il est présent. Donc, ça, relié au fait qu'ils vivent dans un monde qui est de plus en plus internationalisé, que si tu veux te débrouiller dans le monde en ce moment, et ils le voient à grande échelle, c'est l'anglais que tu vas avoir besoin d'utiliser, de maîtriser. Puis la réalité de leur quotidien, la réalité de l'actualité, l'élément qui va aller les chercher, c'est beaucoup plus l'environnement. Donc, la défense du fait français, ça passe en 2e ou 3e zone, 3e catégorie de défense. Fait qu'ils vont plus aller chercher l'environnement et l'utilisation de l'anglais. Fait que oui, je pense, sans nécessairement être dénigré, le français
passe en... C'est pas la priorité. C'est ouais. ça, exactement. Mhm. C'est pas la priorité. Parce qu'en même temps, leurs sources médiatiques sont tellement diverses. Il n'y a plus juste comme, soit que tu écoutes la radio, soit que tu écoutes la télé sur Internet. Là, les sources sont infinies. Et tu vas sur YouTube ou tu vas sur Netflix, c'est sûr que le contenu québécois ou francophone ne sera pas nécessairement mis en valeur. Et peut-être les sources de culture québécoise les plus présentes dans leur vie, quand ils ouvrent un poste à la télévision ou ils ouvrent une radio commerciale, ça ne sera pas nécessairement, représentatif de qu'est-ce qu'est la culture québécoise. Tu sais, je suis désolé, mais des fois, les élèves qui vont me dire « Ah, monsieur, de toute façon, la musique québécoise, c'est vraiment poche. Mais qu'est-ce que tu veux dire par musique québécoise? Ah, ben j'écoutais l'autre soir à TVA l'émission de La Voix. » Je fais comme « Ouais, mais... » Faut pas que tu généralises la culture québécoise à l'émission La Voix. Éric, il n'est pas ce qu'il a déjà été. Ouais. Ou ce que tu vas écouter peut-être à Radio Énergie, peu importe, Ouais, parce que ouais. tu sais, pour atteindre leur quota de musique francophone à Radio Énergie, ils ne mettront pas nécessairement la musique québécoise qui fait vibrer le plus la jeunesse québécoise, mettons ça. Puis même là, tu demandes à 100 Québécois qu'est-ce que c'est la culture québécoise. Mhm. Puis je pense que tu vas avoir 100 réponses Oui, différentes. Là. c'est divers. Ouais. Fait que demande aux élèves d'être intéressés par la culture québécoise. Si même nous autres, on n'est pas capable de définir c'est quoi la culture Ouais. québécoise. J'en viens vraiment à me demander des fois si on n'idolâtre pas ou on met sur un piédestal toute la culture des baby boomers des années 60, 70, 80. Mhm. Si, tu sais, cette culture-là, puis, tu sais, oui, c'est une génération qui a dominé, là, littéralement, les baby boomers, là, on se le cachera pas. Bon, c'est encore eux autres qui Ils dominent au niveau encore politique, fortement là. au niveau culture. Là. Ils influencent du moins la culture populaire accessible par la télévision. Là. Puis, parce que cette génération-là qu'on parle, nos jeunes, sont sur Internet. Ils regardent pas la télévision. Non, non, tout à fait. Puis nos référents qu'on a, nous autres, même, tu sais, on est jeunes, mais on l'est pas, là, Mhm. Laurent. Là. Ben, nos vous références- êtes jeunes, je vous le garantis. On est jeunes puis on l'est pas, mais nos référents culturels sont déjà pas les mêmes que les autres. là. Non, c'est ça, pas du tout. Puis tu parles, est-ce que ce que les baby boomers ont vécu quand ils étaient jeunes, c'était ça, l'âge d'or de la culture québécoise? C'est vrai que dans les années 70, lorsque les baby boomers étaient soit ados ou jeunes adultes, la culture québécoise était très up. Il y avait une grande fierté d'être québécois, c'était manifeste. Mais si on a vraiment on a martelé le fait que c'était l'âge d'or de la culture québécoise, puis qu'on entend encore de la musique parfois des années 70 dans nos radios, c'est parce que ceux qui écoutaient ces radios-là, ceux qui écoutaient cette musique-là dans les années 70, ce sont aujourd'hui ceux qui sont parfois programmateurs dans les radios, programmateurs dans les festivals. Fait que c'est pour ça que ça les a suivis un petit peu. Cette culture québécoise-là. Alors que quand tu parles, mais les années 90, les colocs, c'était vraiment cool, puis il y avait d'autres musiques, c'était très émergent, malheureusement, c'était plus la culture de la génération X qui est peut-être moins... Puis pour nos élèves, les colocs, ils étaient même pas nés quand ça a fini. Non, c'est ça. Fait que, le groupe de musique en ce moment qui a le plus pogné dans les dernières années au niveau de nos jeunes, au niveau québécois, c'est les Dead Obies. Qui mélangeait allègrement le français et l'anglais avec un langage de la rue. C'est ça qui est allé les chercher. Mais à Mais quel c'est point- quand même québécois. Moi, ça me fait toujours rire. Excusez, là, je vais faire une... Mais un jeune de 12 ans, je comprends pas comment il peut en venir à se dire « J'ai une culture street. Moi, je suis un thug. » Puis, C'est c'est sûr qu'un groupe comme cette Dead Obies... appropriation-là qui me fait... Ça me fait rire. Tu sais, Ben, je c'est- souris. c'est- Vous se demandez souris aussi quand je vois ça. C'est Dead Obies, est-ce que c'est vraiment la langue que l'on parle vraiment dans la rue ou c'est une langue peut-être un petit peu inventée? On peut se poser la question. C'est quelqu'un qui habite peut-être un quartier, je sais pas, vraiment en plein cœur de Montréal, peut-être Ben, qu'il l'entend parfois cette langue-là, mais tu sors de cette sphère-là. Puis Mais je pense que pour comprends. plusieurs de nos jeunes, c'est l'attrait de la vie de la rue, du genre un métissage. tu Oui, sais, c'est ça. Ou Puis- ça correspond à la confrontation de parents, peut-être, aussi, en arrière de ça. Oui, là. tout à fait. Tu sais, quand mes parents, moi, qui sont dans la fin soixantaine, écoutaient de la musique pour faire réagir leurs parents à eux autres, c'était les Beatles puis les Rolling Stones parce qu'ils avaient les cheveux longs, là.
c'était ça, c'était le summum du ça n'a pas d'allure. Là. Fait que là, maintenant, c'est plus ça. Là. Avoir les cheveux longs, c'est tout à fait banal. Fait que c'est d'avoir un langage de la rue, d'avoir un langage de thug, entre guillemets, puis cet aspect-là de criminalité, de street, de gang, tout ça, c'est ça qui va les chercher. Ils croient vraiment, c'est ça qui est... Oui, c'est hallucinant là, comment, je trouve, dans les 5 dernières années, là, ça a pris de l'ampleur, ce phénomène-là. Oh oui. Je pense qu'on peut vraiment parler de phénomène culturel actuellement. Je sais pas si ça va durer, si ça va amplifier. Je sais pas dans quelle direction ça s'en va. En même temps, là, pour pas cracher sur les Dead Obies, là, si vous voulez avoir une idée, allez écouter l'entrevue qu'ils ont fait. Oh oui, c'est des gars à tout le monde en parle quand oui. ils sont passés. Là, Jean-François Ruel, Yes McCann, pour l'avoir coaché en impro quand il était au secondaire, c'est quelqu'un. Là. C'est vraiment quelqu'un qui a un propos, qui sait de quoi il parle, qui a lu énormément, qui est intéressant à entendre, à discuter. Mais il fait aussi partie de ceux qui ont quitté le groupe en disant on a fait le tour de la cassette, du espèce de franglais. Oui, sauf qu'il est encore dans le même propos, dans le même genre de musique. Même s'il est rendu tout seul, il est encore dans le même genre. Donc, mais j'ai rien contre ces gars-là, comme à la claire ensemble, là, ce groupe-là. La musique, je suis vraiment pas fan de la façon qu'ils écrivent. Mais je vois qu'il y a une démarche pareille en arrière. Oui, une démarche artistique féconde, ça, c'est sûr. Ils sont quand même grand public, je pense, au niveau du rap. Là. Oh oui, tout à fait. C'est pas comme Soulja, que c'est du vrai street, du rap carcéral. Là, mais sinon, on en parle beaucoup de la culture québécoise, mais on n'a pas vraiment traité. Est-ce que c'est le rôle de l'école de transmettre cette culture québécoise-là? Puis en même temps, un enseignant qui dirait moi, je vais vous montrer c'est quoi la culture québécoise, est-ce que ça la rendrait un petit peu, je sais pas, ringarde? Ou un peu artificiel, tu fais comme voici au programme cette année, je dois vous présenter tel artiste, il faut que ça vienne de soi, je sais pas. C'est quoi le rôle de l'école québécoise là-dedans dans la culture, que ce soit la musique, ou que ce soit le théâtre, que ce soit les arts? Encore faut-il être capable de définir c'est quoi la culture québécoise. Ça revient à ce que je disais tantôt. Là. Toi, tu es un enseignant qui va avoir ta définition de la culture. Tu demandes à un autre, non, ça c'est vraiment important. Puis un autre, non, moi c'est ça qui est vraiment plus important. C'est vrai dans un sens, parce que tu dis la culture québécoise, on a peut-être un idéal que la culture québécoise est pure. Mais à chaque fois qu'on parle de culture américaine, on dirait que c'est un petit peu négatif, péjoratif. Mais est-ce qu'aux États-Unis, ils disent comme faut montrer la culture américaine, mais quelle culture américaine? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je vais aller dans le même sens que toi, JB, là, mais je crois que les jeunes ont besoin de différentes influences. Ils ont besoin de différents points de vue. Puis il faut qu'ils soient confrontés à plein d'idées pour être en mesure... Il faut que tu les soumettes à ça. Là. Pour être en mesure de se faire une propre opinion, puis être capable de se dire je me rejoins à ça, je me rejoins pas à ça. Puis le but, c'est pas de les amener dans le même sens que nous, mais c'est leur montrer qu'il existe des choses différentes. Puis encore, tu sais, je parlais du bonheur, mais je leur ai montré aujourd'hui à mes élèves. Mais cette semaine, je leur montre le sketch du bonheur d'Yvon Deschamps. Mais eux autres, Yvon Deschamps, c'est même pas ma génération à moi, là, je veux dire. C'est même pas la mienne. Mais, tu sais, je leur dis, il y a des choses qui ont existé avant vous, puis c'est pas négligeable. Puis ce que tu écoutes comme humoriste aujourd'hui, forcément, ils vont se dire qu'ils ont été influencés par Yvon Deschamps d'une certaine façon. Il y a quand même des gros musts à avoir. Puis tu peux les accepter ou les rejeter, mais ils existent quand même. Ils ont déjà existé avant que tu sois là. Il y a des choses parfois indémodables dans l'humour. Fait que pour ça, c'est intéressant. Là. Tu parles d'Yvon Deschamps. Moi, je montrais des sketchs, justement, de RBO. Il y en a que je montre pas parce que je trouve que ça l'a très mal vieilli, là, des fois. Là. Ça se voit un petit peu partout. Mais RBO avait parodié certains personnages politiques et avait fait des sketchs sur l'histoire. Je trouve ça très drôle de voir, on a parlé de René Lévesque, on a parlé de Pierre Létouteau. Maintenant, voici les versions Rock et Belles Oreilles. Puis là, c'est comme, Rock et Belles Oreilles, vous savez pas c'est quoi? Non. Guillaume Lepage, tout le monde en parle? Non plus. OK, on va... Finalement, la préparation à écouter RBO est quasiment aussi longue que l'écoute des vidéos, là, mais j'écoute Mike Ward, puis Mike Ward, ce qu'il disait, c'est qu'il n'y a rien qui vieillit plus mal que l'humour aussi, là, tu sais. Ouais, parfois, c'est vrai. C'est un reflet de ta société à ce moment-là, c'est un cliché que tu as fait, mais étonnamment, il y a des choses qui peuvent bien vieillir, comme des légendes comme, justement, Yvon Deschamps, là.
je veux dire, le bonheur, ça n'a pas vieilli. Là. C'est le sketch que je montre dans des années 70, là, ça n'a pas vieilli parce que... Ça reste des intemporels. C'est ça, il y a des choses qui... Et Rock et Belles Oreilles, c'était vraiment comme, bon, tu sais, une référence sur Lance et Compte, là. Tu sais, ou Génie en herbe, là, avec Saint-Jean de Bosco. Ouais, tu sais, les élèves, aujourd'hui, on trouve ça drôle, mais on n'a pas le référent nécessairement de l'époque. Fait que, tu sais, c'est important de mettre les élèves en contexte là-dessus, puis être capable de leur expliquer que ça existait. On peut regarder ça avec nos yeux actuels, tu sais. Le sketch, je sais pas, là, je l'ai jamais montré, mais mettons les tapettes de Yvon Deschamps, ça parle fort de l'époque aussi, les préjugés, mais quand on connaît le personnage Yvon Deschamps, on sait que tous les il n'y a sketchs pas qu'il du tout, faisait pas du tout ce qu'il pensait. Là. sur le féminisme, ces choses-là. Oui. Non, c'est vraiment une question intéressante, la culture. Je pense qu'on pourrait en parler des heures sur les cultures québécoises. Hein? Oui. Très intéressant. Hey, on vous rappelle le commanditaire de la semaine avant que ça termine, Marewa Café. Café Marewa, tiens les enseignants en éveil. Surveillez leur page Facebook pour plus de détails pour le Combia, boisson à base de café infusé à froid en canette. Checkez ça, ça s'en vient en épicerie. On vous en reparle la semaine prochaine. Vous pouvez... En fait, merci d'avoir écouté. Ah oui, hein, merci. Merci à toi, Marc, de nous avoir convoqués pour ce super podcast Merci sur la toujours, culture à l'école. Sommet sur la culture, hein? Ni plus ni moins. Un gros sommet à 3. C'est la conférence de Yalta, nous autres, tout ça. Référence hystérique, on aime ça. Hein? De la culture! La culture! Ouais. Donc, merci de nous suivre. Vous pouvez toujours... en fait, si vous avez aimé cet épisode-là, si vous aimez les autres, n'hésitez pas à le partager. En fait, partagez-le, ça nous aide. On essaye de grossir un peu au niveau du podcast, pas au niveau des pantalons. Donc, merci de nous suivre. Partagez sur Facebook, Twitter, Balado Québec, iTunes, Spotify, YouTube et Overcast. Donc, toutes ces plateformes-là. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Si vous voulez réagir à ce qu'on a dit au niveau de la culture, sans nous insulter, vous pouvez toujours le faire via Facebook. On est assez vite sur la gâchette pour répondre normalement. Et si vous voulez participer, on est toujours intéressé. Proposez vos sujets, proposez vos invités. On va vous recevoir à Granby. On enregistre le mardi d'habitude. Donc, joignez-vous à nous. Ça va nous faire plaisir de jaser avec vous. Oui, d'ailleurs, il y a du monde qu'on s'est fait proposer, qui sont venus au podcast. Ben oui. Donc, c'est pas nécessairement une petite clique d'amis. Là. On essaie d'avoir des gens de partout. D'élargir nos horizons. Et voilà. Donc, hey, merci beaucoup. Passez une excellente semaine. Bye!